Disons que je découvre la réalité urbaine et des quartiers d'habitation sociale en 74 pendant les vacances, puisque j'ai commencé à être animateur de plaine de jeux au quartier des Balances à Salzines. Et qu'est-ce que vous découvrez sur le terrain? Et donc, je découvre une cité ouvrière où pas mal de personnes travaillent dans des entreprises de GEMEP sur Sambre, chez Solvay, également dans le verre. Et je découvre aussi des personnes qui au départ, étaient des personnes très pauvres, qui habitaient au centre-ville et qui ont été poussées de par la gentrification, je vais employer un terme d'aujourd'hui, mais où finalement on a rénové la rue des Brasseurs et les gens ont été vers notamment le quartier des Balances, mais aussi vers le quartier de Plomco. Et toutes ces personnes ne viennent pas nécessairement de Belgique. Donc il y a à ce moment-là, dans les cités ouvrières, c'était des Belges, si on peut employer l'expression de cette façon-là. Mais peu à peu, donc, avec la migration turque marocaine des années 60-61, donc l'accord belgo-marocain, belgo-turc, bien, on a une population de plus en plus importante d'origine turque et marocaine qui viennent habiter dans les quartiers populaires, ça vers les années plutôt fin des années 70, parce que début des années 70, on était encore dans des cités où c'était un village, une communauté, où il y avait une sorte d'intégration à travers un comité de fête, où la paroisse jouait aussi un rôle encore important dans le cadre de cette fête. Mais tout ça a évolué dans les années qui suivent. Et peu à peu, qu'est-ce que vous êtes dit au fond? Quel rôle vous commenciez à vouloir jouer dans cette histoire? Disons que d'abord permettre à des enfants, à des jeunes de passer des vacances agréables et faire à travers l'animation, de permettre à des enfants d'être tout simplement heureux, puisque il n'y avait pas non plus de nombreuses activités. Dans les années 79-80, d'abord avec le stage que j'ai fait donc, comme animateur de maison de jeunes au quartier des Valences, dans la mesure où il y avait une réalité de migrantes, en tout cas dans les quartiers, et aussi qui était en lien avec une paupérisation aussi des populations. On sentait que les crises arrivaient. Et dans les années 80, c'était aussi les années un peu si je me rappelle, je ne dis pas de bêtises, ça a été les années avec Gaulle, Jean Gaulle notamment, et les plans, je dirais, par rapport au budget, de restrictions budgétaires, ça principalement dans les années 85 à ce moment-là. Et c'est grâce également au travail de formation que j'ai eu au niveau de la jeunesse ouvrière chrétienne à ce moment-là. Je dois dire que dans mon histoire, j'étais accompagnateur adulte. On donnait ce don-là pour les aumôniers à l'époque, donc voilà, dans ce cadre. Et alors, cette dimension interculturelle, elle est née aussi de la lecture de François Dubé, La Galère, donc, où on voit peu à peu que la jeunesse de la deuxième génération, qui est belge, qui n'est plus, on ne peut plus la qualifier d'immigrée, mais donc qui est belge, mais qui est de plus en plus, je dirais, discriminée dans la mesure où ils sont, enfin, le signe de ça, ou la preuve, ça va en être les émeutes de forêt dans les années 91, où quelque part,
on voit que l'emploi, par exemple chez Volkswagen à Forêt, ce sont des Belges, mais qui ne viennent pas de Bruxelles, hein, qui viennent de Mons, de Charleroi, d'Anvers, et qui viennent travailler à Forêt, dans les usines automobiles, et une jeunesse désœuvrée parce que on n'a pas non plus investi dans l'enseignement, justement, se retrouve en rade, et c'est là que sont nées aussi cette dimension de, je dirais, de l'importance de tenir compte d'une réalité où finalement une population qui est venue dans les contingentements de la migration ouvrière dans les années 70 et qui a fait souche en Belgique, mais où on n'a pas mis en place les outils d'éducation, les outils, je dirais, d'accès à la culture pour permettre alors d'entrer dans une véritable intégration. Et c'est pour ça que, quelque part, l'échec de l'intégration, c'est l'échec de politiques budgétaires qui n'ont pas existé finalement pour renforcer à la fois les services publics dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre de l'accès à la culture, mais aussi dans le renforcement de l'associatif des mouvements d'éducation permanente. Donc il y a une réalité et qui fait qu'aujourd'hui, on parle de discrimination dans la mesure où ce sont des Belges, des citoyens, qui sont fondamentalement discriminés dans, je dirais, les outils structurels de répartition de la plus-value. Donc, ça veut dire dans les outils structurels qui permettent de répartir la richesse, qui sont la sécurité sociale, l'enseignement et les services publics. Donc, c'est vraiment les trois grands accès à l'égalité dans notre pays et qui finalement ont été hors champ pour une partie de cette jeunesse. Et à l'époque, on avait la chance de ne pas avoir une pression, je dirais, technocratique comme on a aujourd'hui. On a pu jouer sur différents types de budgets, avec l'assentiment des inspecteurs de la communauté française de l'époque, qui jouaient un rôle de proximité en termes de services publics pour développer. Et on a pu créer une maison communale de la petite enfance, qui est toujours là aujourd'hui. Et on appelle peut-être ce type de projet-là pompeusement aujourd'hui territoire zéro chômeur, mais il y a plus de 25 ans, on mettait en place en tout cas, et ils sont toujours là aujourd'hui. Et est-ce que vous vous souvenez justement alors de l'arrivée de Michel et de sa volonté de créer? Oui, oui, oui. Allons-y. Donc c'était dans les années 90, je pense. Oui. Hein. Il est vrai qu'à certains moments, dans les quartiers, on était un petit peu méfiants, je dois le dire, hein, de la seconde ligne, hein, parce que, bon, c'est nous qui sommes quand même sur le terrain. On fait. Mais alors, peu à peu, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Fonds d'impulsion à la politique des immigrés, on a pu mettre ensemble à la fois des personnes issues d'immigration, notamment avec Errol Gursever, hein, donc qui était un des responsables du Centre culturel islamique turc à Namur. On a mis ensemble les femmes du quartier, les collectifs du quartier, mais aussi la commune, avec l'échevin d'époque, M. Mascante, mais aussi le quartier des Balances, hein, avec le comité du quartier des Balances, et on avait des réunions chez l'échevin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été réfléchi avec des intellectuels de la fondation, enfin non, du commissariat royal qui est devenu le Centre d'égalité des chances, et notamment de personnes importantes qui ont été Marcel Estienne notamment, et Jean Cornille. Donc des personnes qui donnent quand même des dimensions un peu de long terme pour réfléchir à un projet concret. Hein. Il faut agir local et penser global. C'est toujours deux dimensions fondamentales de ces projets-là. Et où ça a permis aujourd'hui d'avoir à la fois un centre communautaire au quartier des Balances, où finalement qui est utilisé par les populations issues d'immigration, par le quartier, où finalement on fait du travail interculturel, de rencontres entre les gens, et au quartier donc, de Plomco, à la fois une maison communautaire et un hall de sport.
c'est quand même assez remarquable. Et tout ça grâce à un travail, en tout cas, de mobilisation à la fois des populations et des corps intermédiaires de l'associatif. Il y a toujours des tensions d'intérêt entre les différents mouvements, puisque le gâteau, ben, hein, il n'est pas extensible, et donc il faut pouvoir, en tout cas, négocier ensemble, réfléchir pour pouvoir donner des priorités et construire ensemble des projets, et malgré tout, continuer à le faire ensemble. Donc, ce qui n'est pas toujours simple. Mais à ce moment-là, on savait aussi, enfin, on le sait encore sûrement aujourd'hui, mais bon, je ne suis pas non plus... Mais on avait des moments aussi de convivialité entre les personnes qui permettaient en tout cas d'avoir des moments un peu hors champ qui donnent de la force alors pour le reste aussi. Vous traversez difficilement ces années 90 en raison de cette articulation compliquée, mais alors que dire des années 2000 où c'est l'émergence des plans d'activation et la mise en place d'une politique d'accueil extrêmement dure. Comment humainement vous traversez ces années 2000 alors? Disons que moi j'ai un caractère qui fait que je continue de façon égale. Donc, mais j'ai senti la dureté des choses chez mes camarades et amis sans-papiers. C'est absolument... comment peut-on, dans une société démocratique, finalement, continuer à porter des valeurs que l'on dit d'universalité quand plus de 150 000 personnes ne sont pas reconnues comme personnes à part entière. Là. Et c'est aussi le même message que porte le réseau wallon, lutte, solidarité et travail, où des gens deviennent transparents devant les assistants sociaux, puisque on lit à livre ouvert et finalement les droits sont toujours non plus d'emblée là, mais conditionnés. Et donc ça, c'est un des enjeux clés aussi de la lutte aujourd'hui, comment ne plus rendre des droits conditionnés par des... Et ça, c'est ce qui va se jouer aussi maintenant. Voilà. Bon, il y a un travail d'articulation entre les différents niveaux. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire mouvement social, c'est de pouvoir partager entre nous, de pouvoir avoir des lieux de rencontre où on discute, où on peut se disputer aussi, mais où on garde un peu le cap. Voilà. Moi, je pense aussi à une expérience qu'on avait eue aussi au début à Namur, c'était Carrefour, l'ASBL Carrefour. On avait fait se rencontrer différents types de mouvements dans une maison qu'on a gérée ensemble. Il faut continuer à faire ce que nous faisons, voilà, et pouvoir parler, expliquer pourquoi on le fait, qu'il en va je dirais, de la paix. Donc, si vous voulez, si on va avoir un discours rationnel, ce discours rationnel, il doit s'inscrire dans la dimension à la fois de l'émotion, de la compréhension de ce que les gens vivent, de la peur qu'ils peuvent avoir devant des réalités qui sont dures à accepter. Mais donc, on doit vraiment faire un travail de communication.